On parle de la guerre en Ukraine avec un témoignage exceptionnel qu'on est ravi d'accueillir sur Sud Radio. C'est le témoignage d'un combattant français qui a rejoint les forces ukrainiennes dès le début de l'invasion russe. Je vous le rappelle, hier, on a commémoré les 2 ans du début de l'invasion russe. C'était le 24 février 2022 sous les ordres de Vladimir Poutine. Au début, les Russes voulaient prendre tout le pays et tenter de prendre Kiev. Ça n'a pas marché. La guerre continue. Elle est sanglante. Les combats sont durs, notamment dans le sud et l'est du pays aujourd'hui. Et on en parle avec notre invité Adam. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors vous coécrivez avec votre camarade Donny ce témoignage dans un livre publié chez De Noël. Task Force Baguette. Baguette comme la baguette de pain, le symbole des Français à l'étranger. C'est l'histoire de ces soldats français qui ont rejoint l'armée ukrainienne. Vous avez rejoint l'armée ukrainienne. Vous avez décidé de rejoindre l'armée ukrainienne après avoir assisté aux images de l'invasion à la télé, sur un écran de télé quand vous étiez à la salle de sport, c'est ça ? C'est ça, c'est correct. Exactement, vous étiez choqué par ces images. Vous êtes un ancien soldat français. C'est ça. Quelle était votre expérience dans l'armée française ? Moi, j'ai passé près de 5 ans dans les parachutistes dans l'armée française. J'ai pas fait de déploiement opérationnel à ce moment-là. J'ai fait que du sentinelle. Et j'ai quitté justement à cause de Sentinelle. Voilà, c'est ce que vous racontez. Vous n'aviez pas trouvé votre place dans l'armée française alors que vous êtes d'une famille de militaires. C'est ça, c'est correct. Il y a plein de raisons qui ont fait que j'ai quitté, mais c'est la principale. Voilà. Vous étiez censé être un parachutiste et à la fin, vous faisiez une opération de surveillance antiterroriste, à faire de la surveillance des gares, par exemple. Tous ces militaires de Sentinelle qu'on voit. Vous n'avez pas d'expérience du feu. Votre expérience du feu, vous la vivrez en Ukraine. On va en parler. Donny, votre camarade, lui, chasseur alpin, avait l'expérience du feu. Il avait été déployé notamment en Afrique. Racontez-nous votre déploiement. Vous décidez, comme ça, presque sur un coup de tête, d'arriver en Ukraine. Pas sur un coup de tête, moi ça a pris plusieurs semaines. C'est un travail réfléchi, justement pour éviter de faire une décision impulsive. Donc ça a pris plusieurs semaines à peser le pour et le contre et à suivre l'actualité avant de prendre le choix justement de partir en Ukraine début avril. Et pour quelles raisons d'ailleurs ? Vous dites pour les mêmes raisons que celles qui vous avaient poussé à vous engager dans l'armée française au début. Pour laquelle j'ai rejoint l'armée ukrainienne. Exactement. Il y a plein de raisons qui ont fait que je suis parti, mais les principales, effectivement, pour moi, c'était défendre les valeurs démocratiques. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Ukraine n'est pas une démocratie, mais c'est une démocratie, une très jeune démocratie, mais une démocratie quand même, et ils partagent les mêmes valeurs que la France. Et moi, je suis parti pour défendre ces valeurs-là auxquelles je crois profondément. Et c'est exactement pour ça que je m'étais engagé dans l'armée française. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'armée ukrainienne. Et d'ailleurs, à tous ceux qui critiquent la démocratie ukrainienne, et Dieu sait si elle a ses propres problèmes, Monsieur Zelensky a été élu contre son prédécesseur aux élections présidentielles qui s'appelait Petro Porochenko. Alors, un régime effectivement dans lequel un président est remplacé par un autre dans les urnes, ça s'appelle effectivement une démocratie, quels qu'en soient les défauts par ailleurs. C'est donc ce que vous êtes allé faire. Ce que vous racontez, c'est que vous finissez par arriver à Lviv, vous entendez, alors que vous êtes para, votre premier bombardement. Et là, ce qui est curieux, c'est que la première émotion qui vous traverse, vous, Adam, c'est le soulagement. Vous l'écrivez dans votre livre. Pourquoi vous étiez soulagé d'entendre finalement que vous étiez bien arrivé et d'entendre en même temps ce bombardement ? C'est soulagement parce que c'est l'aboutissement d'un entraînement de plusieurs années. Et là, on se sent enfin dans le cœur du métier de soldat. Là, c'est le cœur du métier. Et du coup, c'est un soulagement de dire, ça y est, je suis enfin arrivé, je suis au bon endroit, je suis là, c'est ma place. Et maintenant, c'est à moi de faire mes preuves. Je voulais être soldat, je me suis entraîné presque toute ma vie pour cela. Et je arriverai à le faire sous l'uniforme ukrainien. En quelque sorte, vous allez retrouver beaucoup d'étrangers. C'est très difficile de communiquer, vous le racontez très bien d'ailleurs, avec les Ukrainiens. C'est très compliqué. Très peu d'Ukrainiens parlent anglais. Donc nous on parle pas du tout en mot ukrainien. Donc les communications sont assez compliquées. Tant que c'est pas au combat, les communications sont assez compliquées. C'est ça. Et au combat, par contre, ça devient plus simple, bizarrement, alors qu'on parle pas la même langue, mais on arrive à se faire comprendre. Au combat, il y a plus besoin de parler. La communication par le feu fait le travail. Vous avez énormément de scènes que vous racontez, certaines qui sont poignantes. Votre camarade qui, par exemple, se fait blesser aux yeux gravement, alors qu'il venait juste de prendre votre place dans un affrontement. C'est une scène que vous racontez. Il y en a une autre qui m'a étonné aussi. Vous êtes en infiltration, on est dans l'est du pays, infiltration donc derrière les lignes russes avec votre unité. Et puis à un moment, vous entendez parler russe à quelques dizaines de mètres et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas loin de pièces d'artillerie russes qui bombardent vos autres camarades. Et là, vous avez envie de donner l'assaut, mais pourtant on vous dit non.
C'est pas, on nous dit pas non, c'est nous qui décidons de pas y aller. On a un petit débat dans le groupe en disant est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut pas y aller. Et c'est vrai que le pour et le contre a fait qu'on a décidé de pas attaquer parce qu'on était vraiment loin derrière les lignes ennemies. On était vraiment seuls, quoi. Donc vous auriez pu détruire ces pièces d'artillerie qui clairement bombardaient vos camarades, sauf qu'après c'était la fin de votre unité, c'est ça? On n'était pas sûr. Ouais, on n'était pas sûr, mais c'était le risque. C'est ça en fait. Et vu qu'on dans ces combats-là, surtout au début de la guerre, il y a très peu de support. On n'a pas de support aérien, on n'a pas de support médical. Et vu qu'on est derrière les ennemis, si nous arrive quelque chose, on est tout seul. Qu'est-ce qui passe dans la tête du soldat qui rebrousse chemin et qui entend les Russes continuer à tirer? Il y a plein de choses qui passent, mais on sait que c'est la mission. Et surtout, on sait très bien qu'on a leur position coordonnée GPS et qu'on sait que dès qu'on rentre, de toute façon, ça va répliquer. Les autres vont pas les rater. C'est ça, voilà. Et donc c'est ce que vous vous êtes dit, ça a pas loupé. Et finalement, vous vous êtes dit que vous aviez fait le bon choix. Les regrets que vous avez sur les décisions que vous avez pu prendre au front quand vous étiez en Ukraine, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui vous traversent? Non, aucun regret, parce que j'ai fait ce qui, moi, m'a paru le plus adapté au moment où ça s'est passé. Et pour moi, on n'a pas eu de mort dans l'équipe, et du coup, c'est le plus important. Donc, aucun regret là-dessus. Aucun regret là-dessus, voilà. Malgré tout. Parlons de vos ennemis. C'était vos ennemis. Vous vous battiez contre les Russes. Ouais. L'armée française, pendant des décennies, s'est entraînée dans un seul but, c'était se battre contre l'armée non pas russe, mais soviétique à l'époque. Il y avait les Ukrainiens dans le même camp. Pendant toute la guerre froide, des Français qui se battent contre les Russes, on voit ça que dans les films. Comment sont les soldats russes contre qui vous vous battez? Est-ce que ce sont des ennemis redoutables, par exemple? Alors il y a de tout, hein. C'est comme dans toutes les armées, il y a de bons soldats et de mauvais soldats. Donc les soldats russes, ils ont de bons soldats et de mauvais soldats. Moi, tout ce que je tiens à souligner, c'est que oui, c'est nos ennemis, mais c'est pas pour autant qu'on les déteste. On a ce respect-là, c'est le respect de l'adversaire, c'est notre ennemi, on combat, mais on respectera. Donc moi, je vais citer le moment où on a capturé des prisonniers russes et on a fait en sorte de les soigner, de les traiter humainement et dignement. Et voilà, donc oui, c'est notre ennemi, oui, c'est une guerre. Mais le soldat lambda qu'on croisera sur le terrain, ça reste un être humain et voilà, on fera notre travail. C'est la raison pour laquelle vous respecterez toujours vos adversaires. On combat on respectera les conventions de Genève jusqu'à la fin, et ça je tiens à le souligner. Hein. Voilà, on est des soldats, on a été entraînés pour ça, et les conventions de Genève, ça passe avant tout. Et pourtant, la propagande russe a dit il y a quelques semaines, a prétendu à tort avoir abattu ce qu'elle appelle des mercenaires. Les Russes vous considèrent comme des mercenaires français au service de l'armée ukrainienne. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation? Alors, un mercenaire, le droit international, il le décrit très bien. Il y a six caractères et il faut que toutes les cases soient cochées pour pouvoir être considéré comme mercenaire. Et certes, on en coche pas mal, donc on en coche 4 sur 6, mais il y a deux critères importants qu'on remplit pas, c'est qu'on sert dans une armée, dans l'armée ukrainienne. Donc ça déjà, on peut pas être considéré comme mercenaire parce qu'on sert dans l'armée ukrainienne. Et un mercenaire, c'est quelqu'un qui a un gain, qui gagne quelque chose en participant à la guerre. Que ce soit pour l'argent. Voilà, alors, généralement, c'est par l'argent, et c'est quelqu'un qui est payé plus qu'un soldat de son rang dans l'armée dans laquelle il rejoint, ce qui n'est pas notre cas également. On a un salaire, mais c'est exactement le même qu'un soldat ukrainien, et on a les mêmes droits et obligations que n'importe quel Ukrainien. Mais vous auriez pu mieux gagner votre vie si vous étiez resté en France, et en plus c'était moins dangereux, quoi. Moi j'ai moins d'argent en étant reparti d'Ukraine que quand j'étais arrivé. La guerre beaucoup d'argent, surtout au début on avait très peu de matériel et on a utilisé beaucoup de notre argent personnel, mais encore une fois on a fait ça pour défendre nos croyances et les valeurs auxquelles on croit, et l'argent ça passe en deuxième plan. Notre premier plan, c'est se battre pour ce qu'on veut, la liberté, et l'argent, ça vient, ça part. Hein. Ça viendra après. Alors on est 2 ans après le début de l'invasion en Ukraine. Les Ukrainiens tiennent toujours le front. Malgré tout, pour l'Ukraine, les nouvelles sont pas très bonnes. On va pas se le cacher. La ville d'Avdiivka est tombée il y a quelques jours. Elle résistait depuis non pas 2022 mais 2014, puisqu'elle est juste à côté de Donetsk. Bakhmut, pareil, est hors de portée de l'armée ukrainienne. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez de la situation sur le front? Est-ce qu'il est vrai que les Ukrainiens font face à un rouleau compresseur russe en ce moment ou pas? Alors ça, pour moi, c'est la même chose depuis le début de la guerre. C'est toujours pareil, les discours n'ont pas changé. Hein. On est toujours sur le rouleau compresseur russe, c'est toujours compliqué. Et ça, c'est vrai. C'est compliqué partout sur le front, c'est dur partout. Et malheureusement, on a perdu Avdiivka, mais voilà, comme on a perdu Bakhmut, la guerre, c'est des victoires et c'est des défaites. On peut pas gagner partout. Voilà. Après, on a toujours besoin de l'aide et du soutien occidental. Hein. L'Ukraine. Le rouleau russe, il est quand même imposant. Hein. Ils sont beaucoup de Russes et beaucoup de matériel. Donc oui, tout ça, c'est vrai.
mais c'est pas perdu pour autant. L'aide justement occidentale, on peut parler de l'aide française. On recevait hier dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio le porte-parole de l'état-major des armées qui parlait notamment de tout le matériel que l'armée française a donné littéralement à l'armée ukrainienne. Est-ce que vous l'avez vu ce matériel ? Alors moi, j'ai pas vu de mes yeux le matériel français. Les seuls moments où j'ai vraiment eu le matériel français sur le terrain, c'est nos missions quand on était à Bakhmout. On avait le support des Césars, et ça, on avait confirmation qu'on avait des Césars en support. Mais après, les canons César, je le rappelle, sont ces canons français autoportés sur des camions. C'est ça. Donc ça, on avait la confirmation qu'ils étaient en support. On avait l'information de notre QG qu'au cas de besoin, les Césars étaient prêts à tirer à notre commandement. Mais voilà, on n'a jamais vu en vrai. Je vais pas voir toutes les pièces d'artillerie. Et puis en plus, ils sont loin derrière. Les canons César, ça tire plusieurs kilomètres, très loin derrière les lignes de front. Mais après, ouais, non, moi, j'ai pas vu de mes propres yeux l'aide française. J'ai vu beaucoup de vidéos avec les VAB, notamment dans la région. Les véhicules d'avant blindés. C'est ça. Absolument. Dernière question, et elle est importante. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui vous écoutent en ce moment et qui se disent, ils sont nombreux en France aujourd'hui, bien que minoritaires dans les sondages, ça sert à rien d'aider l'Ukraine parce que de toute façon, elle ne peut pas gagner cette guerre. Ça, c'est quelque chose qu'on lit de plus en plus. Qu'est-ce que vous leur dites à vos compatriotes qui pensent ainsi ? Moi, je leur dirais que les spécialistes au début de la guerre, ils nous ont dit qu'on ne tiendrait pas 3 jours. Et au final, ça fait maintenant 2 ans qu'on est là, et les lignes de front, elles sont quand même pas mal stables. Les Ukrainiens, ils ont la rame de vouloir se battre et la rame de vouloir survivre. Et pour l'instant, on a défié toutes les statistiques. Et donc moi, je pense qu'il faut pas lâcher l'affaire. Faut continuer à supporter l'Ukraine. Et sachez que chacun à son niveau, on peut faire une différence. Nous, on n'était pas beaucoup, et comme on le décrit dans le bouquin, on a mis notre petite pierre à l'édifice. Et on a fait une petite différence à notre niveau, mais tous ensemble, on peut faire une énorme différence, et il faut continuer de soutenir l'Ukraine. C'est quoi la suite pour vous, Adam ? Pour moi, c'est terminé l'Ukraine. Comme j'écris dans le bouquin, j'y ai passé 19 mois. C'est une grosse partie de ma vie où je cotise pas pour la retraite, j'ai pas le chômage, j'ai rien. Je suis parti 2 ans. Voilà, donc j'ai perdu 2 ans de ma vie théoriquement sur le papier. Mais voilà, moi je suis rentré chez moi. Maintenant, je construis une carrière, faire une famille, en gardant l'Ukraine dans le coin de la tête forcément, et tous les potes qui sont encore là-bas et qui se battent. Et je leur souhaite de continuer, et je souhaite la victoire. Mais voilà, moi je suis obligé de passer à autre chose parce que je peux pas passer toute ma vie à faire la guerre, malheureusement. Merci beaucoup, Adam, pour ce témoignage sur Sud Radio. Task Force Baguette, c'est une sacrée histoire. Honnêtement, ça vaut le coup de regarder ce qu'ont traversé ces soldats français qui sont engagés dans l'armée ukrainienne. C'est écrit par vous, Adam, et par Donny, votre camarade. On peut citer aussi la collaboration du journaliste Nicolas Kennel qui vous a aidé à l'écrire. 2 soldats français sur le front ukrainien. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Il est 8h46, les amis. On va